les élections européennes et que nous avons une bataille terrible à mener. Nous devons nous préparer à interpeller toutes les forces politiques françaises à l'occasion des élections européennes. Bien sûr, nos amis européens en font autant dans leur pays. D'ailleurs, on va transmettre notre questionnaire. Et je voudrais vous citer les 5 questions que nous allons poser aux candidats. La première, c'est est-ce que, oui ou non, vous êtes pour le rehaussement des relations avec Israël? Parce qu'encore une fois, ça a été demandé par l'Europe et la France. Deuxième question, est-ce qu'au contraire, étant donné qu'Israël, ce que fait Israël à Gaza, il n'a rien fait, est-ce que vous êtes pour la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, une sanction en quelque sorte, va être imposée pour qu'Israël recule, par arrêter d'impunité? La troisième question que nous allons poser, que je ne développe pas complètement, mais est-ce que vous allez soutenir un gouvernement d'unité nationale palestinien et en établissant un dialogue avec le Hamas? La quatrième question que nous allons poser, c'est est-ce que vous êtes prêts à soutenir une commission d'enquête internationale indépendante pour savoir ce qui s'est passé à Gaza et éventuellement déférer les dirigeants politico-militaires devant une instance internationale, devant un tribunal international. Et quatrième et cinquième et dernière question, j'en ai oublié une sous-question, est-ce que vous allez continuer à faire une aide européenne pour la reconstruction de Gaza alors que c'est Israël qui a tout détruit et qu'il demande aux Européens, aux autres de payer ce que Israël a détruit? Il faut demander à ce qu'Israël paye la reconstruction. Et alors que pendant la guerre de Gaza, c'était pareil, la guerre du Liban, je veux dire. Hein. Ils demandent aux Europes de payer la reconstruction de ce qu'ils ont proprement détruit, et ils détruisent après ce que l'Europe a reconstruit. Ben, c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas là, dans ça. Et dernière question, la perspective politique. Est-ce que l'Europe est prête à mener, est-ce que on demande aux députés, aux futurs députés, à soutenir une initiative européenne, en liaison avec éventuellement les pays arabes, etc., pour demander la réunion d'une conférence internationale sous l'égide de l'ONU, chargée d'appliquer le droit international, les résolutions de l'ONU concernant la question palestinienne, avec calendrier et garantie d'application. En ce qui concerne le rehaussement, d'abord, je crois que c'est Israël qui l'a demandé, et l'Europe disait, oui, on va vous aider parce qu'il fallait aider Livni à gagner contre Netanyahou. Vous voyez, le grand calcul absolument réussi. Le deuxième niveau qu'il faut situer, c'est, je crois, que c'est la recherche d'une alliance plus étroite entre une partie de l'Europe, disons, et Israël, animée par les néoconservateurs, dans une logique de rapprochement non seulement politique, mais stratégique. La preuve, c'est que deux choses. C'est qu'Israël a demandé à l'Europe de participer aux réunions du Conseil des ministres, un peu gros, hein, comme s'il était membre, en particulier sur les questions stratégiques et sur les questions des rapports avec le Maghreb et le Mashrek, c'est-à-dire pour peser sur les relations européennes avec l'ensemble du monde méditerranéen qui pose problème. Et en même temps, qu'est-ce que fait l'Europe? Et en particulier Sarkozy, je vais dire j'ai une obsession, mais c'est vrai. Il y a un rapprochement stratégique dans le cadre de l'OTAN, qui s'établit d'une part avec la France, d'autre part avec Israël, pour lequel, d'une certaine mesure, c'est pareil, c'est-à-dire l'Israël demande à l'Union européenne d'être un membre externe de l'Union européenne, finalement, sans en avoir les contraintes, et Israël demande à l'OTAN d'être un membre externe de l'OTAN, sans en avoir les contraintes. Et il faut lier ces deux rehaussements des relations d'Israël avec l'Occident, l'Europe et l'OTAN. Donc nous sommes en train en face plutôt d'une tentative dirigée par les néoconservateurs européens, américains, français et Israël, d'une alliance plus stratégique en fonction d'une confrontation dans le Moyen-Orient. Une confrontation qui peut passer par l'Iran et avec l'ensemble du monde islamique. Se situe dans la perspective d'une guerre du futur. Je dirais de par c'est gelé. Et pourquoi c'est gelé? Parce qu'il y a eu la mobilisation aussi de l'opinion européenne, y compris après la guerre du Liban. Mais même avant, nous avons, au moment où le Parlement européen
a été convoqué pour voter sur le rehaussement, en particulier sur les programmes communautaires qui s'intègrent dans ce rehaussement. Ils ont fait une campagne de lobbying formidable auprès de tous les députés européens, je crois que Magel est au courant aussi, qui a fait basculer le vote. C'était très juste, c'était 193 contre 175, enfin quelque chose qui fait que le marais des députés européens a basculé sur notre pression, du mouvement de solidarité. Ils l'ont d'ailleurs avoué, les députés. Ils l'ont d'ailleurs avoué. Donc nous avons quand même gagné quelque chose dans cette bataille qui bloque cette logique-là, en dehors des autres aspects, bien entendu. Sur les questions des rapports de la position de l'Europe, de soutien inconditionnel, enfin, etc., Israël, et ça n'a pas toujours été le cas à partir souvent de la politique française, y compris de De Gaulle et de la suite. Ça a pris des positions, même Giscard d'Estaing a fait prendre position à l'Europe pour des rapports pour faire reconnaître l'OLP dès 1980 comme interlocuteur des Palestiniens. C'était refusé par tout le monde à l'époque, par Israël, etc. Ou lorsque le ministre Chesson a réussi à faire reculer Israël, lorsqu'il était commissaire européen, lorsqu'il a, vous savez, si vous vous souvenez, l'Europe avait réussi, Chesson avait réussi, la Commission européenne, à faire admettre que la Palestine puisse exporter des produits agricoles palestiniens vers l'Europe. Israël a bloqué. Chesson a dit, si vous continuez à bloquer, moi je suspends toute relation avec Israël concernant l'aide à la technique agricole, etc., avec Israël. Israël, bien sûr, a accusé Chesson d'être antisémite, entendu, mais ils ont reculé. Ils ont reculé, et finalement, il a obtenu raison. Et c'était pareil lorsque Israël a interdit, a bloqué le fonctionnement universitaire palestinien. Chesson a dit, si vous continuez comme ça, j'arrête coopération culturelle avec les universités israéliennes. Et Israël a reculé, a laissé réouvrir l'université palestinienne. Donc, il n'y a pas eu seulement... Hein, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans cette affaire? Je crois qu'il y a plusieurs choses. D'une part, il y a des divisions de l'Europe maintenant, qui s'expliquent en partie par l'entrée des pays de l'Est dans l'Union européenne, qui fait que les pays de l'Est, pour des raisons de leur histoire par rapport à la rupture avec l'Union soviétique, qui soutenaient la Palestine, maintenant ils sont en opposition contre. Les Américains ont mis la main sur l'Europe de l'Est, en particulier les intégrant dans l'OTAN, avant même qu'ils soient intégrés dans l'Union européenne. Vous voyez le lien entre les deux, il faut vraiment réfléchir à cela. Et donc, l'Europe est divisée beaucoup plus qu'avant, qui l'empêche de prendre une position intéressante. Le deuxième aspect, bon, vous le connaissez bien sûr, c'est le poids culpabilisant de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça joue encore fortement, en particulier dans la principale puissance européenne, qui est l'Allemagne. Donc ça fait partie aussi de la situation psychopolitique, si on peut dire, en Europe. Il y a aussi, alors vous le connaissez, ce que j'appellerais les tropismes atlantiques. C'est-à-dire une partie de l'Europe qui a toujours été pro-américaine. Quand dire pro-américaine, c'est pro-israélienne finalement. Ça revenait un peu à Sarkozy en est bien sûr l'exemple trop voyant. Et puis quand même, il y a aussi la perméabilité de l'Europe aux pressions du lobby pro-israélien. Ça existe aussi. Hein? Il y a vraiment une capacité de pression qui est quand même tout à fait remarquable. Qui est, bien sûr, peut-être encore plus forte aux États-Unis, mais forte aussi en Europe, y compris en France, auprès des partis lobby. Ce qui caractérise la situation actuelle, c'est que l'opinion publique européenne, c'est un fossé avec la position officielle de l'Europe. L'opinion publique est en majorité pour soutenir la cause palestinienne. Ça a été démontré par un sondage organisé par l'Europe elle-même en 2003 ou 2004, où la majorité de l'opinion européenne considérait qu'un des dangers majeurs pour la paix mondiale, c'était, outre la Corée du Nord, c'est Israël. Le premier, la force de l'opinion publique a toujours finalement fait basculer le mouvement en faveur du peuple colonisé. Que ce soit le Vietnam, l'Algérie ou l'Afrique du Sud, quelles que soient les issues militaires du rapport entre la puissance coloniale et la force colonisée, eh bien, c'est finalement politiquement qu'a été gagné par le poids moral très important de l'opinion publique qu'a été gagné la libération du peuple colonisé.